Donc on vous propose de vous amener avec nous donc, voilà, dans cette réflexion sur l'intérêt du binôme, donc, en vous montrant ce que pour nous on avait envie de vous retransmettre de cet intérêt. Entre deux, on vous propose de faire comme un déroulement de la journée, de voir un peu comment s'organise notre journée et de voir dans cette journée comment on retrouve cet intérêt du binôme dans les différentes situations. Donc voilà, donc ce sera agrémenté d'un peu de contenu et puis des photos qui montrent un petit peu le déroulement, sur lesquelles on ne va pas trop s'attarder par rapport au temps dont on dispose. Simplement pour dire d'abord aussi, c'est que on représente nous simplement l'équipe entière de soignants, donc infirmières et soignantes de l'unité. Certaines sont ici et d'autres qui sont dans l'unité, en repos. Donc voilà, merci de leur confiance. On te dira. Voilà. Alors on commence la journée par les transmissions en fait entre la nuit et l'équipe du matin. Donc équipe de nuit, équipe du matin. Donc ça, ces photos-là, je ne vais pas trop les commenter s'il y avait des questions après sur l'organisation. Voilà. Donc ça, c'est 6h du matin. Voilà. Quel atout pour le binôme en fait, soignante-infirmière, infirmière et soignante? D'abord un atout pour le suivi du soin. Donc on se rend compte que dans les habitudes des patients, il y a des habitudes très précises qu'on ne va pas forcément mettre en transmission écrite. Orale, ça peut se perdre. Donc le fait qu'on travaille en binôme, il y a toujours au moins une personne du binôme qui revient le lendemain. Parce que forcément, on est tous amenés à avoir des repos dans la semaine. Et il n'est pas rare en fait qu'une personne du binôme ne soit pas là le lendemain. Par contre, si c'est la soignante qui reste, elle pourra passer l'information, ces petites informations fines qu'on ne va pas forcément tracer, sinon on écrirait des romans dans les transmissions. Comme par exemple, le fait que la personne choisisse et ait envie à chaque fois de pouvoir prendre son petit déjeuner dans la toilette. Quelle chaîne la personne regarde, si ce n'est pas une personne qui va verbaliser, les habitudes de vie, ces petites choses, ces petites nuances qui vont amener le confort et puis le suivi dans le soin. La première chose qu'on fait après les transmissions, c'est un petit tour. Le temps du bonjour, en fait, on va commencer à faire le tour des chambres pour voir comment sont nos patients par rapport à la nuit qui s'est passée et pour voir qui est réveillé. Comme ça, on peut commencer par la personne déjà réveillée. Si elle est douloureuse, on peut tout de suite lui donner un antalgique. Donc c'est pour s'organiser dès le Alors voilà, là, juste après ce petit tour, en fait, il y a l'infirmière une des deux infirmières, ou les deux en fonction du nombre de préparations à faire, en fait, qui va préparer les thérapeutiques du matin pour faire le tour en même temps que... Voilà, pendant ce temps-là, les aides-soignantes, bien souvent, commencent, c'est maintenant malheureusement une habitude, mais on travaille comme ça par rapport à la charge de travail. Les aides-soignantes commencent une aide à la toilette, déjà, le temps que l'infirmière ou les infirmiers, en fait, sont occupés à préparer leur paillasse. Et ensuite, on se rejoint en binôme. Alors, pour le confort dans le soin, pour le patient et le soignant. Donc, lors d'une toilette classique, lors des manipulations pour le nursing, pour les soins de confort, les mobilisations, le risque de douleur lié aux soins, il est diminué. Le fait de travailler ensemble permet aux patients d'être rassurés, d'avoir moins peur quand on doit le mettre sur le côté, par exemple, ou aussi pour la mise au fauteuil. Pour le soignant également, ça permet de se protéger physiquement parce que le fait de soulever des personnes malades, ça nous fait mal aussi au niveau du dos et ça évite qu'on se blesse et c'est beaucoup plus confortable aussi pour le malade. Voilà, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, ensuite, la toilette va se préparer, la toilette va se faire. Donc, en fonction des patients, comme disait M. Klein tout à l'heure, on va s'adapter. Il n'est pas rare, ça arrive qu'il y a une patiente qui n'ait pas envie d'être lavée, ou qu'elle ait un symptôme gênant qu'on ait à régler d'abord, et qui va faire décaler la toilette, soit dans la matinée, soit dans l'après-midi, soit voire complètement au lendemain. Donc, en général, c'est les toilettes au lit.
On propose des douches aussi, pour les patients c'est possible, on a une baignoire. Donc l'intérêt de l'atout aussi du binôme, c'est par rapport aux soins, pour les soins dans leur globalité. Je vais vous parler juste d'une expérience. On va vous parler d'une expérience d'une patiente qu'on va appeler Madame M, qui avait un néo du sein bilatéral, donc avec mastectomie totale, avec des nodules de perméation, donc au niveau cutané, en fait, tous les impacts, donc surtout le torse, sous le bras, et avec une extension au niveau du dos. Personne aussi qui avait un lymphœdème très important, avec des membres supérieurs très très gros, cartonnés, donc, et avec une difficulté pour pouvoir la mobiliser, présentant des grosses douleurs, le fait de devoir maintenir le bras, impossible pour elle de le lever, etc. Donc ça nécessitait une toilette particulière, ça nécessitait des soins techniques de pansement aussi particuliers. L'idée de la globalité du soin, et l'intérêt du binôme, c'est de ne pas faire les soins de nursing, laisser la personne, le temps que l'infirmière puisse venir, et puis que l'infirmière puisse intervenir après. Nous, le principe du binôme, dans cette globalité, c'est de pouvoir faire tout ça ensemble. Donc, au niveau de ces soins-là, donc on va commencer par le nursing. On va commencer par le nursing chez cette dame. Donc, par exemple, lors de la mobilisation, ça nécessite une collaboration, c'est-à-dire que pour la mettre sur le côté, au départ, deux suffisait. À la fin, cette personne, il a fallu être 3 voire 4 pour la mobiliser. Pendant que l'infirmier, par exemple, tient le bras, le soulève, l'AS pendant ce temps-là peut nettoyer en dessous du bras. Donc c'est une toilette qui n'aurait de toute façon pas pu être faite seule. Ensuite, au niveau du pansement, l'infirmier est dans des soins techniques. Pendant ce temps-là, le pansement est tellement difficile à effectuer que l'aide-soignante, pendant ce temps-là, elle peut garder un contact visuel avec la patiente. Elle peut la rassurer, guetter au niveau de son faciès séminique, entre guillemets, voir comment elle se comporte, et à tout instant, l'aide-soignante peut se permettre de dire à l'infirmier d'arrêter les soins pour lui redonner un antalgique ou de changer la position de la malade. Le but d'être ensemble, c'est que ce soin qui est extrêmement difficile et douloureux, aussi bien pour la patiente, même pour nous, se fasse une prise en charge soit la mieux possible, en fait. Et pour clôturer en fait ce soin, il y avait le petit déjeuner qui nécessitait aussi une réinstallation complète de la personne, qui au tout début de son hospitalisation allait encore au fauteuil. Donc on n'était vraiment pas trop de deux, et chacun dans nos compétences pour pouvoir la mobiliser. Donc voilà. Je reprendrai un tout petit exemple derrière, c'est le souvenir de Madame S en fait, pour qui on devait poser une sonde vésicale, qui avait une grosse appréhension du geste, technique, de la douleur possible, etc. Et là aussi, le fait d'être deux, ça peut calmer aussi l'anxiété, pendant qu'une personne, une infirmière, plutôt sur le soin technique, dans sa concentration, l'aide-soignante est là en support. Il n'est pas rare non plus que dans des cas où il y a une présence physique nécessaire, parce qu'il y a des gens qui s'agitent même, ou qui sont dans l'inconfort, ou qui vont mettre la main sur le champ, c'est fichu quoi, il faut toujours recommencer. Donc être dans l'écoute, dans l'accompagnement, et aussi dans le contrôle des gestes que la personne puisse pouvoir faire. Donc c'est des soins où on sent toute la capacité de collaboration des deux soignants. Après le petit déjeuner, dans la globalité toujours des soins, je sais ce que je disais, donc il y a le petit déjeuner, on englobe tout ça dans la globalité des soins. Quand on quitte la chambre, normalement, on a fait tous les soins techniques qu'il y avait à faire, le nursing bien sûr, et le confort de base, c'est l'installation et le petit déjeuner. Il n'y a pas de tour de petit déjeuner, on passe avec le chariot. Ce chariot-là est dans le couloir parce que c'est lavé dans la cuisine, mais sinon le chariot reste en cuisine. Pour chaque personne, on va chercher le petit déjeuner en fonction du besoin de la personne du moment. Alors un autre atout, c'est pour l'enrichissement aussi mutuel par la pratique. Donc on se rend compte que on a nos formations propres, on a nos expériences propres. Moi, en tant qu'infirmier, j'ai été formé pendant 3 années. Et la première année est centralisée autour du terme du nursing, beaucoup. Quand on sort en première année, on est censé pouvoir être aide-soignant. Voilà, là, moi, quand je suis arrivé dans le service,
j'étais passé par des services de soins, où en fait le soin nursing, soin toilette, c'était plus forcément quelque chose qui faisait partie de ma pratique, pas par volonté, mais par organisation. Et là, j'ai pu travailler donc en binôme, j'ai pu retrouver en fait ce soin de nursing avec des personnes qui ont travaillé, qui ont une expérience aussi de nursing et en aide-soignante, sur un certain nombre d'années, et ce qui m'a permis moi aussi d'affiner ces connaissances primaires, soit en formation, et que je n'avais pas forcément exercé. Et il y a un réel plaisir pour moi, infirmier, de pouvoir aller dans le nursing. Autant je peux assister, autant je peux faire aussi une toilette, et c'est l'aide-soignante qui assiste la toilette. Donc c'est vraiment un échange. Ça c'est de mon côté. Au niveau de l'aide-soignante aussi, par partage, on se rend compte que l'infirmière en fait peut aider, éclairer sur certains points, sur des prises de thérapeutique, sur certains protocoles, sur la prise en charge de certains pansements. Et tout ça, ça se mélange, ce qui fait que chacun acquiert une expérience qui est assez unique et qui va pouvoir être transmise. Nos aides-soignantes ont beaucoup à retransmettre aux étudiantes infirmières. Il y en a qui sont ici et qui sont passées par chez nous. Donc, c'est pas, voilà, il n'y a pas de cloison. Donc, au décours de la matinée, après les premières toilettes, en milieu de matinée, il y a donc ce qu'on appelle les transmissions interdisciplinaires. Donc, une petite caricature, mais rappel. Mais, donc entre équipe paramédicale, équipe médicale, la psychologue, la secrétaire, l'infirmière d'équipe mobile aussi qui est présente, la cadre de santé et la SH. Donc, voilà. Donc tout ce petit monde se retrouve. Ah, j'ai dit les médecins. J'ai dit, hein. Parce que après vous partez, moi je reste. Hein. Et on se retrouve donc. Et donc on se retrouve autour d'une table pour pouvoir faire les transmissions au médecin de ce qui s'est passé de la nuit, de notre première partie de matinée. Donc c'est une retranscription orale, ça permet de rediscuter directement. Donc c'est des temps importants d'échange. Parce que là, il y a des choses plus subtiles qui vont se dire, qui ne seront pas forcément marquées sur les dossiers. Hein. Donc c'est un temps quotidien, tous les matins, en général entre 9h et 10h. Donc l'utilité pour gérer une angoisse. Donc là pareil, on va parler plus d'un exemple. On a l'exemple d'un patient qui était rentré un après-midi en même temps que deux autres. Une personne qui était en détresse respiratoire très très forte avec masque à haute concentration, conscient, cyanosé, un besoin plus de présence, disant à peine arrivé dans le service, je crois que je vais mourir, je ne peux pas rester seule. La famille est incapable de rester avec lui. Du coup, la présence de l'aide-soignante auprès de lui est extrêmement importante à ce moment-là. Comme ça, l'infirmier peut aller voir le protocole mis en place pour soulager le patient et aussi voir avec les médecins ce qu'on peut faire pour le soulager. Le binôme là-dedans est toujours très important au niveau de l'angoisse parce qu'on peut aussi... l'angoisse ne vient pas toujours des patients, mais elle peut venir de la famille. Et la famille, en fait, elle a différentes formes. Elle s'exprime de différentes manières. C'est-à-dire qu'elle peut soit être agressive, soit elle peut pleurer, soit il peut y avoir des cris, et il y a aussi des évanouissements. Et on n'est jamais, pas trop deux pour faire face à ces situations-là. Donc c'est pour ça que le binôme, il reste toujours très très important face à toutes ces situations. L'importance du binôme aussi pour gérer une douleur. On a dit un premier symptôme gênant en soins palliatifs tout à l'heure. Donc dans tous les symptômes gênants, en fait, on va avoir le fonctionnement du binôme un peu identique, soit d'un côté ou de l'autre, enfin pour l'infirmière ou l'aide-soignante. Quand il y a un patient qui est douloureux, bien souvent, le fait d'être en binôme, ça permet à l'un de rester, de pouvoir gérer de manière non médicamenteuse dans un premier temps, pendant que l'infirmière soit va voir les médecins s'il n'y a pas de protocole, soit va voir le dossier, forcément pour pouvoir administrer thérapeutique. Et il y a le fait aussi de pouvoir rester avec qu'il y ait au moins une personne qui reste, même quand on a administré le médicament. C'est pas toujours où on se dit, on a administré, au revoir, merci, il y a tout à l'heure.
Donc ça permet justement d'avoir ce détachement et de pouvoir rester pendant le temps nécessaire. En fonction des formes de prise de médicaments antalgiques, on a des temps plus ou moins d'intervention, d'interaction. Donc ça permet ça aussi. Et ça permet aussi l'expérience comme ça qui montre qu'on arrive justement, l'aide-soignante reste avec la patiente, je vais chercher le médicament antalgique, je reviens, on fait le médicament antalgique, on reste avec la personne. La personne, en fait, on se rend compte, c'est une voie injectable. Normalement, dans le quart d'heure, ça doit faire effet. Ça ne fait pas d'effet. Sauf que moi, j'ai déjà fait là. Enfin, j'ai été voir le dossier, etc. Donc moi, je reste avec la patiente. L'aide-soignante peut aller chercher le médecin, dire bah, voilà, là, ça ne marche pas, est-ce que vous pourriez venir revoir la patiente? Donc là, il y a intervention du médecin. Si on fait ça, on laisse le patient, il faut aller chercher le médecin, parce qu'il n'est pas toujours non plus disponible. Voilà, s'il est dans le couloir, très bien. S'il est en réunion, il rencontre une famille, il faut qu'on puisse... voilà. Donc ça permet de ne pas laisser aussi le patient tout seul. Donc ça, c'est important dans cette gestion. Après, on arrive à l'heure du midi, donc dans l'organisation du travail, il y a les transmissions, simplement avec l'équipe du matin et l'équipe d'après-midi. Toujours autour d'une table avec un petit café. Donc là, on a, pour gérer une fin de vie, alors on a le cas par exemple d'un patient en fin de vie imminente où aucune famille est dans la chambre. Donc là, l'aide-soignante reste auprès du patient pendant que l'infirmier va téléphoner à la famille qui souhaite être prévenue. Et quand la famille est prévenue, l'infirmier nous rejoint l'aide-soignante pour accompagner la personne ensemble jusqu'à ce que la famille arrive. Là aussi, c'est très important que l'on soit ensemble, parce qu'accompagner une personne en fin de vie, c'est pas toujours, c'est même pas facile du tout. Du coup, l'infirmier et l'aide-soignant, ils peuvent se soutenir aussi pour ces moments. Et il n'est pas rare, en fait, hein, c'est ce que disaient les médecins tout à l'heure, qu'en fin de vie, les patients s'encombrent énormément au niveau respiratoire. C'est quand même un des symptômes majeurs de fin de vie imminente. Et dans ce cas-là, en fait, où la famille est présente, elle a été appelée, elle est arrivée, donc le symptôme est gênant. Il n'est pas gênant plus que ça en soi pour le patient, mais beaucoup plus pour la famille, parce que c'est toujours très impressionnant, l'encombrement de fin de vie. Donc là, on n'est pas trop de deux. Donc quand il se passe ce genre de situation-là, l'infirmière doit soit administrer une thérapeutique particulière pour essayer de lever un peu cet encombrement, ou aller jusqu'à l'aspiration, si vraiment c'est vraiment nécessaire. On fait sortir la famille. Et donc du coup, le rôle de l'aide-soignante à ce moment-là va être de pouvoir accompagner la famille, de pouvoir répondre aux questionnements, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en train de se passer là, pendant que l'infirmière va pouvoir, à l'intérieur de la chambre, pouvoir faire le geste technique. Même s'il est très court, mais ça permet quand même d'accompagner cette famille et voilà, de pouvoir réintroduire la famille avec les explications. Sachant que, voilà, Marjorie, tu disais tout à l'heure que chacun, voilà, c'est son expérience de mort, donc chacun a une expérience de personnes peut-être proches, famille, c'est quelque chose de différent à chaque fois. Donc les gens ont peut-être des représentations, des peurs, des craintes, donc c'est une manière aussi de pouvoir peut-être les lever, donc de pouvoir être à côté d'eux, les accompagner. Ça rejoint un thème qu'on verra plus rapidement tout à l'heure, mais qui est l'accompagnement des proches. Après, quand l'équipe d'après-midi, après ces transmissions, elle fait un tour aussi, donc toujours dans le but de faire un point. Parce qu'entre le moment où l'équipe du matin a vu les patients la dernière fois, et le moment où l'équipe d'après-midi va prendre son poste, il y a les transmissions, il peut se passer plein de choses. On est vraiment dans des modifications qui peuvent se passer dans l'heure. Donc ce tour, il a, oui, un but. Il a un premier but, c'est de dire bonjour, sans arriver avec du soin, sans arriver avec un soin technique ou un soin qui pourrait être douloureux. Donc simplement du relationnel, pouvoir dire bonjour, comment allez-vous, ça va. Et une manière aussi pour l'ensemble de l'équipe d'observer, de voir s'il y a des priorités et des urgences. En termes d'urgence, voilà, un change, quelqu'un qui n'est pas bien, qui s'est dégradé en une heure. Donc voilà, c'est un tour qui est assez important. Donc voilà, pour gérer une urgence. Je laisse Divine vous parler de l'exemple de Fanny. Par exemple, on avait Fanny, une jeune dame de 34 ans avec une tumeur cérébrale, paralysée, qui ne parlait plus non plus. Et où la toilette s'était super bien passée au lit, on l'a mise au fauteuil et puis on lui a donné sa bassine.
pour qu'elle puisse brosser ses dents avec la main valide. Et en fait, d'un seul coup, elle a commencé à être réactive, à s'étouffer avec son dentifrice et à faire un malaise. Donc à ce moment-là, on a dû la mettre tout de suite au lit. Donc le fait d'être ensemble, encore une fois, à ce moment-là, était très important. On a pu tout de suite réagir et tout de suite intervenir lors de cette situation. Ça peut arriver aussi quand il y a des vomissements, qu'une personne d'un seul coup se met à vomir lors d'un soin. Là, l'aide-soignante peut rester avec la personne, gérer qui vient à la bassine, enfin gérer la personne pendant que l'aide-soignant va chercher tout de suite le médicament pour soulager. Donc après, bon, il y a toute la préparation infirmière. L'après-midi, en fait, elle va se dérouler par l'accueil des entrées qui se passe l'après-midi, l'accueil des familles, donc beaucoup de visites l'après-midi, les familles des entrées aussi, des préparations de la paillasse, des passages en pharmacie, comme on est un peu excentré sur Barbieux avec les entrées, bon voilà, il y a beaucoup de complémentaires, il faut être clair. Donc il y a la distribution de café qui est faite par les bénévoles et par l'équipe si jamais les bénévoles n'étaient pas là. Il y a un groupe de parole aussi une fois tous les 15 jours quand on peut y aller. Et puis voilà, après les points de suspension, c'est qu'est-ce qui va se passer, quoi. Donc un leitmotiv aussi dans l'unité, c'est que toutes les journées se suivent mais ne se ressemblent pas du tout. Donc on pourrait vous donner une journée type, là c'est un peu une organisation dans le temps, mais à l'intérieur de ce temps-là, c'est d'une journée à une autre, d'une heure à l'autre, tout peut changer, tout peut être transformé. Il n'y a pas d'habitude, on ne peut pas, parce que les patients seront les mêmes, mais ce qu'ils vont nous donner à vivre en fait, et ce qu'ils vont vivre eux-mêmes, sera complètement différent. Donc, ouais. Oui, pour l'accompagnement, on en a parlé, hein. Donc le fait d'être présent, et c'est vrai que accompagner la famille, accompagner de soigner, voilà, si on est seul, il faut avoir soit être assez souple, en étant deux, c'est beaucoup mieux. Donc au lieu d'après-midi, une pause parfois interdisciplinaire, parce que c'est pas toujours le cas en fonction de la charge de travail avec les médecins. Il y a aussi une réunion avec l'assistante sociale qui passe 2 fois par semaine. Donc avec la psychologue si elle est là, voilà. C'est une manière de se retrouver autour d'un café, de parler de manière plus informelle. Donc c'est important aussi le binôme, c'est pour la prise de décision. Donc il n'y a pas de hiérarchie dans le binôme. Donc on peut dire l'infirmière, c'est l'infirmière, puis il y a l'aide-soignante. Dans la décision, dans le rapport de l'un à l'autre, en fait, il n'y a pas de cette hiérarchie qu'il pourrait avoir peut-être, mais il n'y en a pas. Donc la parole, la décision de chacun est prise en compte dans une discussion, dans un partage. Donc dans des situations, tu ne penses pas qu'on devra appeler la famille? Ah oui, peut-être, parce que moi je n'ai peut-être pas vu en fait. Mais peut-être voilà, à ce moment-là, les soignantes étaient plus avisées ou avaient un signe que moi j'ai pas vu. Et hop, elle me renvoie ça, je dis ouais, à quoi tu penses? Elle dit il y a ça, ça, ouais, peut-être. Donc dans le dialogue, pareil pour la mise en place d'un protocole. C'est pas moi infirmier qui va forcément penser tout le temps que voilà, je pense pas qu'on pourrait voir le protocole d'angoisse, on ne donnerait pas quelque chose, voir dans le dossier, effectivement, et inversement. Donc tout ça, ça se fait dans le dialogue. Ça se nourrit encore plus la nuit où on n'est que deux, où là on fait face aux situations et où là on acquiert une certaine autonomie dans la perception de ces signes cliniques. Mais c'est vraiment dans le partage. Et c'est pas parce que ça vient d'être soignante que moi je me roule. Non, chacun sa place, non. Et moi voilà, en tout cas c'est important pour moi et je pense que c'est important pour toutes les infirmières et toutes les aides-soignantes. Alors pour la réaliser, la toilette mortuaire. Donc il est très important pour nous d'aller jusqu'au bout de ce soin en binôme. C'est comme une conclusion en fait de tout ce qu'on a partagé avec cette personne. Le partage en binôme, c'est-à-dire que jusqu'au bout, on va rediscuter entre nous pour se remémorer ce que la personne aimait, par exemple, comme musique, les fleurs, la robe de nuit qu'on va lui mettre pour la présenter à la famille. En fait, tout est affiné dans les moindres détails pour la présentation du corps, en fait, pour que la famille retrouve un peu la personne, l'identité de la personne, voilà. Qu'elle soit respectée comme avant, un peu avant la maladie, sans les perfusions, pour que la famille en fait puisse
commencer déjà peut-être un processus de deuil, et même pour nous aussi. C'est très important qu'on finalise ce soin dans les moindres détails. Enfin, pour faire face, donc l'intérêt du binôme, pour faire face à la charge émotionnelle. Donc, j'ai exprimé tout à l'heure la possibilité de faire partie, de participer à un groupe de parole. Donc, c'est pas toujours forcément évident dans l'organisation. Il faut aussi bien compris dans la nécessité pour nous soignants paramédicaux de pouvoir y accéder. Et on peut être de toute façon rattrapé à un moment donné par une histoire qui vient toucher notre histoire. Donc ça, on est tous confrontés à un moment donné, soit palliatif ou non, dans les soins et dans la prise en charge des patients. L'intérêt du binôme, c'est bon voilà, les situations sont vécues bien souvent à deux ou en équipe, mais déjà à deux. C'est une manière de pouvoir le partager déjà à deux. Et ce qu'on partage à deux, ce qu'on a vécu à deux, ça va être transmis à l'équipe, mais il y a déjà quelque chose qui s'est perdu en route. L'équipe a peut-être vécu une situation similaire, mais elle l'aura vécu autrement, elle sera un peu détachée. On a tous aussi, on fait tous, voilà, on a tous nos charges à vivre. Et donc le fait de pouvoir l'échanger, le partager en binôme, ça déjà, ça soulage énormément. Et donc il y a une compréhension, puisqu'on sait ce qu'on a vécu, on peut le partager. Donc ça évacue déjà beaucoup de choses. Vraiment, le leitmotiv aussi, c'est, on parlait de communication dans les soins, mais c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui passent, et donc autour de ces temps informels, alors on va dire, ouais, ils sont souvent autour d'une table, boire du café, mais en fait c'est des temps où justement on peut exprimer. Dans la face aussi, face à la charge émotionnelle, c'est un lieu où on a le droit de dire je ne peux pas faire, je ne peux pas y aller. Donc du coup, de casser le binôme du moment, si je travaille avec Ludivine par exemple, je dis là je ne peux pas aller chez cette dame, ça va être compliqué pour moi, on change de binôme, l'infirmière qui travaille avec l'autre aide-soignante prend ma place et moi inversement, et ça c'est complètement entendu, respecté, voilà, chacun dans sa limite, voilà, c'est pas à chaque chambre, ça pose pas de soucis, donc, mais en tout cas ça c'est important de le savoir. Par rapport à, voilà, après il y a les transmissions de nuit, et après il y a le travail de nuit. Voilà, je vous remercie, je sais pas si on...